chers intervenants. C'est un immense plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire « Commerce intra-africain », une nouvelle dynamique portée par l'innovation et le leadership féminin. Alors, je suis Coralie Lolio, ancienne directrice du Women Working for Change, le réseau des femmes CEO de l'Africa CEO Forum, et je suis également vice-présidente Afrique d'Invitae, une plateforme d'investissement et qui met en lien investisseurs internationaux et femmes entrepreneuses africaines. Alors, nous sommes ici pour mettre en lumière une réalité puissante. La valeur totale créée par l'entrepreneuriat féminin en Afrique est estimée à 300 milliards de dollars, soit environ 12 à 14% du PIB du continent, sans compter le travail domestique non rémunéré, essentiel au fonctionnement de nos économies, et le secteur informel constitué à 70% de femmes sur le continent africain. Et pourtant, malgré leur rôle central dans l'économie, les femmes restent confrontées à des barrières structurelles qui freinent leur plein potentiel. Alors, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les coûts logistiques en Afrique sont parmi les plus élevés au monde, représentant jusqu'à 60% du prix final d'un produit dans certains pays. Et cette situation affecte particulièrement les PME féminines qui rencontrent des difficultés accrues pour accéder aux marchés régionaux et internationaux. De plus, bien que les femmes de nouveau possèdent près de 60% des micro, petites et moyennes entreprises du continent, seule 1 sur 10 ont accès à un financement adéquat et aux opportunités de commerce transfrontalier. Enfin, seulement 10% des financements commerciaux disponibles en Afrique sont alloués aux entreprises dirigées par des femmes, ce qui freine leur intégration dans les marchés plus larges et limite leur capacité à exporter. Alors, si nous voulons réellement transformer le commerce en Afrique, nous devons nous attaquer à ces problèmes de front. Et par conséquent, cette discussion à impact s'articulera autour de 3 grands axes aujourd'hui. Le premier, comment les entreprises dirigées par des femmes peuvent mieux s'intégrer aux chaînes de valeur régionales et bénéficier de la ZLECAf. Deuxième point, quels sont les freins majeurs à la croissance des entreprises féminines, notamment l'accès au financement, la digitalisation et l'inclusion et les solutions existantes. Deuxième point, comment le secteur public et privé, à travers des politiques du mentorat et des réseaux de soutien, peuvent accélérer l'impact des entrepreneurs africaines. Alors aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir des femmes remarquables, exceptionnelles, qui chacune, à leur manière, font bouger les lignes. En premier, nous accueillons Madame Khadija KOMARA, directrice de la communication et du mécénat chez Africa Global Logistique. Et en effet, après 15 années passées chez Orange en tant que directrice de la communication institutionnelle d'Orange Afrique, où elle pilotait un réseau de communication de 17 pays africains, rien que ça, Madame KOMARA sera désormais aux commandes, et l'est merveilleusement bien, de la communication et du mécénat de l'opérateur logistique de référence en Afrique, AGL. Our second speaker, and we're moving into English, is Mrs. Cynthia ESSONAM, who is the Senior Advisor to Her Excellency, the Secretary General of the AFCTA, Secrétaire, heading the engagement with the private sector. And before joining the Secretariat in February 2022, Cynthia served for 7 years as the Secretary General of Togo Invest Corporation. Our second Anglophone speaker, Mrs. Mumbini Anstela, is the business leader with experience working across Kenya, Rwanda, Tanzania, Ghana, South Africa, and Uganda in fintech and edtech, and who currently serves as the general manager at Tala, a fintech company that has disbursed over $5 billion in credit to more than 10 million customers across Kenya, the Philippines, Mexico, and India. How amazing! Et enfin, Madame Rokhaya SY,
cofondatrice de PAPS, une start-up de logistique que nous connaissons tous, l'une des meilleures du continent et qui a pour mission de connecter l'Afrique au reste du monde grâce à une logistique plus intelligente. Et en tant que directrice des opérations de PAPS, Rokhaya supervise les opérations et met en œuvre des solutions visant à améliorer à la fois l'expérience client et la performance organisationnelle. Alors, leur engagement, leur expertise aujourd'hui sont précieuses et vont nous aider à identifier les leviers concrets à activer pour relever les défis que nous avons soulevés en début d'introduction. Et donc, ce webinaire, mesdames et messieurs, n'est pas seulement un espace d'échange, mais c'est un véritable appel à l'action. Nous avons tous un rôle à jouer pour que davantage de femmes ne soient plus seulement des participantes du commerce africain, mais de véritables leaders de sa transformation. Alors, je vous invite à profiter pleinement des échanges, à poser vos questions dans le chat, à activer, for those who speak English, please activate the subtitles so you can have the French translation. Et également, mesdames et messieurs, repartez avec des idées et surtout une ambition renouvelée pour accélérer l'inclusion des femmes dans le commerce intra-africain. Alors, merci à tous et à toutes pour votre présence et place aux échanges. Alors, notre première thématique aujourd'hui est clé, comme je l'ai dit, c'est les femmes au cœur de la transformation du commerce intra-africain. Une transformation qui est au cœur de la mission de la ZLECAf, une zone qui représente l'une des plus grandes opportunités de transformation économique en Afrique. Et si elle est pleinement mise en œuvre, elle pourrait augmenter le commerce intra-africain de plus de 50% d'ici 2030. Ça n'est pas rien. Mais pour libérer pleinement ce potentiel, il est essentiel de garantir l'intégration des entreprises dirigées par des femmes dans des chaînes de valeur régionales. Alors Khadija, on va commencer avec vous. Vous savez mieux que personne que les coûts de transport élevés, les chaînes d'approvisionnement inefficaces et les réseaux logistiques fragmentés sont des obstacles majeurs pour les entreprises dirigées par des femmes souhaitant commercer à l'échelle régionale et bénéficier pleinement de ces espaces. Alors, pourriez-vous nous dire comment les champions panafricains de la logistique, notamment AGL, et ses leaders féminins internes, participent à la transformation du commerce intra-africain et au développement des entreprises? C'est à vous. Bonjour Coralie, bonjour mesdames, bonjour à tous. Déjà, je suis ravie. Je voulais juste faire une petite introduction pour vous dire que Madame Rosa Cissé s'excuse elle a eu un empêchement, elle ne va pas pouvoir être sur ce webinaire. Donc, je suis présente pour représenter Africa Global Logistics. Alors, il faut savoir que nous, on a voulu vraiment mettre en place déjà ce webinaire parce que le commerce intra-africain, c'est vraiment un pilier de notre stratégie chez AGL. Chez AGL, on fournit des services logistiques innovants et sur mesure à nos clients pour les aider à expédier, recevoir, stocker et gérer leurs marchandises à travers l'Afrique et le monde entier. Donc, on soutient vraiment les femmes entrepreneuses. Après, il faut savoir que nous sommes présents dans 47 pays en Afrique. Donc, on est vraiment présent depuis de nombreuses années. On a développé une expertise qui nous permet de couvrir tous les maillons de la chaîne logistique, portuaire, ferroviaire, logistique, maritime et aérien. Alors, sur la question de comment nous accompagnons les femmes à faire du commerce en Afrique, donc déjà, nous facilitons effectivement le commerce et le développement des entreprises dirigées par des femmes grâce à des initiatives très concrètes. Déjà, nous réduisons les coûts et on améliore les infrastructures. Donc, AGL va moderniser les infrastructures portuaires et optimiser les corridors de transport pour fluidifier les échanges régionaux. Par exemple, en Côte d'Ivoire, nous avons optimisé la gestion de nos terminaux portuaires sur le port d'Abidjan, ce qui a réduit les délais de transit et favorisé l'accès au marché. Donc, on promeut aussi pas mal le leadership féminin. On valorise nos leaders féminins et on promeut l'égalité des chances chez AGL. On a mis vraiment en place des programmes spécifiques pour promouvoir les femmes, notamment à travers des formations en leadership et un système de mentorat.
Donc, ces initiatives, elles visent à offrir des possibilités aux femmes de jouer des rôles stratégiques dans notre organisation. Et puis, au sein des communautés, on collabore aussi avec des ONG locales pour favoriser l'accès à l'éducation des jeunes filles et soutenir l'entrepreneuriat féminin. Alors, à ce titre, on a par exemple une association qu'on accompagne qui s'appelle Intra-africain, qui s'emploie en fait à réduire la fracture numérique chez les jeunes filles. Et grâce à des formations en robotique, en électronique, en développement d'applications. On soutient aussi, par exemple, le concours Miss Mathématiques, qui vise vraiment à encourager l'émergence de talents féminins dans les sciences. Donc, toutes ces initiatives, elles renforcent vraiment le rôle des femmes dans la transformation logistique en Côte d'Ivoire et ça va consolider leur influence dans le secteur. On soutient aussi les PME et les entrepreneurs. AGL propose des solutions logistiques qui sont adaptées aux besoins des PME, par exemple en mettant en place des services de groupage et de transport multimodal. On va aider les femmes entrepreneurs à optimiser leur chaîne d'approvisionnement et à réduire leurs coûts. Enfin, je parlerai aussi d'un peu d'innovation et de digitalisation. On soutient des startups africaines pour qu'elles puissent développer des solutions adaptées à la logistique. On développe des plateformes digitales qui facilitent et accélèrent nos opérations, tout en garantissant une équité numérique entre les hommes et les femmes dans nos activités. Par exemple, nous avons un centre qui s'appelle Yiri à Abidjan, qui accueille des startups mixtes composées de femmes et d'hommes et qui va vraiment favoriser une collaboration équilibrée. Ces actions, en fait, elles vont permettre de réduire les inégalités d'accès aux opportunités économiques et renforcer le rôle des femmes dans le développement économique. Voilà ce que je peux vous dire sur ce que fait AGL pour faciliter l'intégration des entrepreneurs aux marchés régionaux et pour contribuer à faciliter le commerce intra-africain. Merci infiniment, Khadija. Effectivement, le groupe AGL a des initiatives vastes et variées et surtout impactantes. Et c'est ça le plus important. So, this resonates with the expertise of our next speaker on a key issue, meaning the fact that the AFCTA is seen as a catalyst for trade. Yet many women SMEs remain on the sideline due to a lack of direct access to trade agreements, financing, and markets. So, Cynthia, I'm coming to you because of your remarkable career path and expertise. And I would like to know, in your view, what specific mechanisms, such as preferential trade policies, capacity building programs, or financial incentives, what specific mechanisms are being implemented to ensure that women entrepreneurs fully benefit from the AFCTA? Thank you very much, Coralie. I hope I am audible and that you can hear me very well. It's a pleasure to be on this platform and to engage in this conversation, which is an opportune conversation, because today when we are talking about intra-Africa trade, we are talking about trade and we are talking about women, because women are the ones that trade most. And that's why when we look at the AFCFTA, the ZLECAf, we should not see the ZLECAf or the AFCFTA as just a trade agreement. We have this time an opportunity on the continent to really utilize a trade agreement as a development tool. Most of the time when we hear about trade agreements, we know that they only advantage big corporations. But the particularity of the AFCFTA is that the AFCFTA trade agreement has got at its core the inclusion of women and youth. How do we ensure that as we implement this agreement, which seeks to increase intra-Africa trades, which seeks to industrialize the continent, how do we ensure that the women and the youth are not left behind? Because you said it in your statement, those women and youth, the SMEs, are the 90%
of the population that make up the private sector in Africa. So we have to ensure that they are onboarded. And that is why our role is really to make sure that the SMEs, those led by women, are aware of the trade agreements. Sometimes it sounds as if it is a fluffy, elite, program. Many people do not understand what it is. So it is our duty to make sure that we break it down to the SMEs, to the women-led businesses, so that they understand what is in this agreement for them, and most importantly, how they can seize the opportunities. So what is important to note is that the AFCFTA agreement has got 9 protocols, from trade in goods, trade in services, competition policy, a protocol on investment, a protocol on intellectual property rights, on trade facilitation. So altogether, we have 9 protocols. But for the first time in the world, the continent of Africa has decided to have a dedicated, binding legal agreement on women and youth in trade. So preferential policies have been put in place. And let me tell you, I'm back and you can hear me. I think Yes. my connection is a little bit unstable. It's okay. I really apologize. No problem. You were giving us a fantastic answer. So please, the floor is yours. Thank you. Thank you very much. So the protocol on women and youth in trades objective is really to increase the participation of women in intra-Africa trade. And let me tell you that it is a binding agreement. So that means that all the 49 countries that have today ratified the agreement of the AFCFTA are subjected to this legal agreement. And in that specific agreement, you have issues pertaining to access to finance. How do we ensure that women have got more access to finance? Because let's face it, women are the best borrowers. When they borrow money, they repay the money. But we see that there is a gap in terms of financing to women. So this is specifically mentioned in the agreement. The second point is, how do we ensure that women are on the table when we are talking about policies in relation to trade? Women need to be on the table. The third point is also in relation to even easing the cross-border of women who are trading, easing the doing business of women trading cross-border. We know, for instance, that women face a lot of challenges where they are trading across borders. Sometimes there is even a lack of infrastructure for women to, facilitate their business. There is a lack of, there are aggressions, assaults, sometimes dedicated to women, violence, just because they are women passing through the borders. So this protocol actually addresses these specific issues to say, how do we make sure that we have mechanisms that are giving preferential trades or preferential tariffs or policies to women, and giving them the right ecosystem to trade increasingly in the AFCFTA and have access to this wide market that is opening to us. So the framework is there. It is adopted and ratified by all the countries, 48 today, 49 actually. And so it's important for us women to know about it, to own the AFCFTA, and push also at the level of our countries, in our networks, for the AFCFTA to work for us. Coming specifically to the mechanism, we have various mechanisms that I will maybe speak about in terms of capacity building. We have programs that are dedicated to women to train them in how to access new markets, how to reach standards. And we have also, of course, training in relation to financial literacy that we offer in partnership with our partners, such as ITC, such as the Afrexim Bank, etc., UNDP. We've got also some mechanism or programs, I would say, in place to allow to
I would say, increase access to these women into other markets. So we organize trade missions for women, leveraging on initiatives that other business support organizations are doing, trade missions for women to move from one region to go to another region and identify what is the value proposition of this region and how they can tap into that specific market. So these are a few of the mechanisms that I wanted to share. I'm sure we will have the opportunity to talk about other mechanisms that we are also developing at the AFCFTA Secretariat. Thank you so much. This is absolutely fantastic. I've learned so much, and I think you've exemplified very well the fact that the AFCTA, the ZLECAf, is not only a trade agreement, it is a development tool that has plenty of mechanisms to support women SMEs to benefit from intra-African trade. And we'll go deeper into that for the next question with you, Cynthia, but coming back to Khadija. Khadija, en tant que directrice de la communication, j'aimerais en savoir un peu plus sur la question suivante. Comment est-ce que AGL, leader de la logistique, soutient-il l'industrialisation des économies africaines, garantissant à la fois l'intensification des échanges et la valorisation des productions locales? Question complexe, mais ultra pertinente pour notre webinaire. C'est à vous. Alors, merci Coralie pour cette question. Alors, nous, chez AGL, on soutient vraiment l'industrialisation et la diversification des économies africaines en ligne avec leur politique de développement. Pour y parvenir, par exemple, on va miser sur les zones économiques spéciales. C'est des véritables hubs industrialo-logistiques qui sont destinés à accélérer l'industrialisation du continent. Donc nous, AGL, on joue un rôle clé dans ces zones et on essaie d'attirer des partenaires stratégiques en mettant à leur disposition un réseau logistique de premier plan. Nous avons des infrastructures d'entreposage modernes et durables. On a des solutions aussi multimodales, comme je vous le disais tout à l'heure. On est sur la route, l'aérien, le fluvial, le maritime, le ferroviaire, le portuaire. Et on a aussi des outils qui sont assez digitaux et innovants. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous, AGL, on veut vraiment jouer un rôle clé dans cette industrialisation et on a plusieurs initiatives. Je vous ai parlé tout à l'heure de la modernisation de nos infrastructures qui aident justement en ce sens, puisque ça permet de fluidifier l'acheminement des matières premières et des produits manufacturés. Alors, je reprends l'exemple de la Côte d'Ivoire. L'entreprise va renforcer les chaînes d'approvisionnement agricole et industrielle en Côte d'Ivoire en améliorant la compétitivité des entreprises locales. On va aussi soutenir des filières stratégiques et les valoriser, notamment les secteurs agricoles et industriels. On va faciliter le transport et la transformation locale des matières premières. On participe d'ailleurs à pas mal d'événements qui sont très spécialisés sur les filières agricoles, comme le SARA ou les Journées nationales du producteur de coton et de l'anacarde. Et on s'engage lors de ces salons à renforcer la transformation locale du cacao et de l'anacarde pour stimuler la création de la valeur ajoutée en Afrique. Donc, nous, notre but, c'est de faciliter l'accès aux marchés régionaux et internationaux. On a un réseau intégré de transport, comme je vous le disais tout à l'heure, qui va optimiser l'exportation des productions locales. Cette logistique, elle va permettre, comme elle est performante, de réduire les coûts et les délais de transport et rendre les produits africains plus compétitifs à l'échelle mondiale. Enfin, j'ajouterais peut-être quelque chose sur le fait qu'on investit aussi dans la formation de talents pour une industrialisation durable à travers des partenariats avec des écoles spécialisées comme l'INPHB, l'Académie de la mer et son centre de formation CFPP en Côte d'Ivoire. Donc, on va vraiment contribuer à l'émergence d'une main-d'œuvre qualifiée. Donc voilà, en modernisant les infras, en valorisant les productions locales et en investissant dans la formation, AGL veut vraiment renforcer la compétitivité des entreprises africaines et participer activement à l'industrialisation du continent. Merci beaucoup, Khadija. Alors effectivement, vous avez sous votre responsabilité vraiment tout un tas d'initiatives. J'ai vraiment apprécié en savoir plus, des solutions multimodales, des outils digitaux, des formations, des infrastructures modernes, tout ça vraiment pour faciliter
la grande thématique d'aujourd'hui, le commerce intra-africain. Ça doit être une vraie fierté pour vous, mais aussi pour toutes les équipes qui nous écoutent. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire à tous de participer dans le chat. And for those who just joined us, please go and activate the subtitles so you can fully comprehend the conversation that is conducted in French. Alors, merci infiniment, mesdames. Nous allons passer à la deuxième thématique de ce webinaire et qui véritablement, je pense, va être passionnante pour tous. Il s'agit de comprendre les défis et les opportunités pour la croissance, pour favoriser la croissance des entreprises dirigées par des femmes. Et nous avons avec nous deux femmes exceptionnelles, deux entrepreneuses clés du continent. Alors, comme vous le savez peut-être, les entreprises dirigées par des femmes en Afrique contribuent à hauteur de 1,7 milliard de dollars par an à l'économie. Mais elles rencontrent des obstacles majeurs à l'expansion, car l'accès au financement reste un défi de taille. Par exemple, seulement 3% des capitaux risques mondiaux sont dirigés vers les entreprises dirigées par des femmes. De plus, les femmes africaines sont particulièrement affectées, nous l'avons dit précédemment, par des coûts commerciaux élevés, des réseaux de distribution limités et des restrictions sur le commerce transfrontalier informel, freinant ainsi leur croissance. Toutefois, avec l'essor des solutions fintech, des plateformes numériques et des initiatives financières ciblées, de nouveaux outils permettent de changer cette réalité. Dieu merci, et de créer un écosystème économique inclusif pour les femmes du continent. So, Mumbi, coming to you as the founder of Tala, and I love the work that you're doing. Congratulations for all of it. We both know that African women entrepreneurs face systemic barriers in accessing capital, including biased risk assessments, collateral-based lending models, and investor reluctance. You faced all of that and even more. So, in your opinion, what fundamental changes, whether in credit scoring, alternative risk evaluation, policy interventions, what fundamental changes are needed to overcome these barriers and facilitate access to financing for women-led businesses? The floor is yours. Thank you so much, and it's a pleasure to be here. Just one minor clarification, I'm not the founder of Tala, just the general manager, but the founder of Tala is also a woman, and I'm very honored to be working with her on her mission. So just to, I know we've been talking a lot about women, and I love bringing some data to the story, and just wanted to share a bit more about the gender gap, even as we talk about the solutions. So I found that a lot of people don't understand how deep the gender gap problem is. And just to give an example, we have about 13% of women being less likely to own a mobile phone in the first place. We're talking about 9% of women being less likely to have a bank account or have a mobile money account. And even when it comes to access to credit, this is a big missed opportunity for a lot of businesses, where the gender gap in terms of access to credit for women-owned MSMEs is, I think, according to the IMF, we're talking about $236 billion, going upwards of $320 billion. So this is just speaking to how, even as we talk about the gap, there is a massive, massive opportunity that exists here, both for fintechs and more traditional financial institutions. So when it comes to the solution, I see it being two-part. So there is what, for example, we've done at Tala, which is really focusing on the credit scoring and how you actually leverage alternative sources of data to underwrite, and I'll talk a bit more about that. And the other half of it becomes policy, and I'm very happy to hear some of the things that Cynthia was mentioning around the framework within the AFCTA. I do think those are the types of initiatives that are needed. So just on the credit scoring side,
what we found is, if you think about all the data points I talked about, if women are less likely to have phones, to have formal financial services access, then it means that the amount of data that's available for women to enable underwriting and access to credit is very limited. So the opportunity here becomes, now can we actually leverage alternative sources of data? And this is what we've done at Tala. And a good example is just behavioral signals around how someone uses a phone can tell you a lot. And we found a lot of value in this being strong predictors of willingness to repay, just leveraging machine learning. And as Cynthia mentioned, at the end of the day, women have proven to be the best customers, the best repairs. So in addition to that being an opportunity, I do think that it also pays off in how women actually show up. And an opportunity that I'm personally very excited about, and I've had a lot of conversations around this, is being able to take all these alternative sources of data and turning that into a credit score that is in turn accessible to traditional lenders. So if a bank says, hey, I don't have enough data to underwrite, then this is a credit score that they can technically use and be able to offer credit to women. Then I think the second part for me on this one becomes, we have to actually build products that are adapted for how women use money. So if you think about how women operate, it's very community-led. There's a big social aspect. In East Africa, there's a big trend around women savings groups. I know that is similar in West Africa as well. How can we actually adapt our products to how women actually use money instead of asking them to change? I do think that is a massive opportunity in itself. And the last thing I'll mention on this point is, even as we're moving further into the world of AI and machine learning, one of the things that we are very conscious at Tala is biases. And I know this has been a big conversation and issue. And actually, one of the things we're doing right now is defining what a fairness metric could look like, so that you can be able to gut check your models against these types of biases and be able to catch them. And I do think this is a key responsibility that different financial institutions and even out of finance will need to have, to just make sure that even as we're leveraging data and building models, when policies front. One thing that I just wanted to add that I have found to be very valuable is if we can actually have policies that incentivize lending to women. So as an example, some of the things we've discussed with the IFC and different institutions in the past is having guarantee funds that increase the risk appetite for financial institutions. So as an example, if a financial institution is not very sure about taking that risk, you can essentially say that we will guarantee X% of any defaults that come in. And this is something that both governments and DFIs and other different players who have access to large pools of capital can do. And this allows smaller companies to take that fast leap or take that fast risk and just really open up access. As I close, I think the last thing I'll mention is there is open finance as well, where we have regulations that push different institutions to open up access to data. So we've had a lot about payments and cross-border payments and all this. So how accessible is this data to financial institutions that are looking to open up credit? Because once we have this data accessible, then the people who stand to benefit the most are underserved segments. So these are women, MSMEs, youth, and so on and so forth. Thank you. Thank you so much, Mumbi. Honestly, this is a plethora of solutions that we've heard. And one key data that I was shocked to hear that you've mentioned, correct me if I'm wrong, is that only 9% of women have a bank account on the continent. Is that right? No, it was more of a... Sorry, just to clarify, it's women are 9% less likely to own a bank account or have a money account as compared to men. Yes, and this is a shocking data. Thank you so much for sharing all of the solutions. And I believe that this also leads us to our second woman entrepreneur present with us today, Rokhaya.
la COO de PAPS. L'ensemble de ces réponses que Mumbi nous a partagées nous amène également sur votre question. En effet, nous savons toutes les deux que la fragmentation des chaînes d'approvisionnement, les réseaux de distribution limités et les coûts d'approvisionnement élevés empêchent souvent les femmes entrepreneurs de faire évoluer leur entreprise. Alors, à travers de votre expérience, j'aimerais savoir, de votre point de vue, quelles mesures concrètes les prestataires logistiques peuvent-ils prendre pour créer des écosystèmes de chaînes d'approvisionnement plus inclusifs, intégrant et soutenant les entrepreneuses. The floor is yours. Ah, Rokhaya, je crois qu'on ne vous entend pas. Essayons encore une deuxième fois, peut-être au niveau du paramétrage. Est-ce que là, vous entendez? Ah, merveilleux. On vous entend très bien. Merci beaucoup. Parfait. Merci, Coralie. Et merci à Agel pour cette belle initiative. So I'll go in English, as we said earlier that I was going to answer in English. So Coralie, you said it. Women-led businesses are a pillar in Africa's economy, yet they remain underserved, facing barriers in finance, logistics, and market access. And as logistic providers, we have both the responsibility and the opportunity to change this by building inclusive, accessible, and tech-enabled supply chain solutions that empower women-led businesses to grow and compete in larger markets. The first step that I will mention would be reducing logistic costs and expanding market access. So this by creating strong partnerships between logistic providers with different expertise to offer end-to-end logistic services at affordable prices with a high quality of service. And this end-to-end logistic offer has to be between three pillars. So the first one will be the freight consolidation by offering shared freight services where multiple small businesses consolidate shipment. Logistic expenses are lowered, so businesses can benefit from this cost saving. The second pillar will be on-demand warehousing in multiple markets, enabling businesses to store inventory, flexible, and access strategic markets without heavy financial commitments. And lastly, last mile delivery networks with the expansion of fulfillment centers to ensure faster, more reliable, and also cost-effective distribution. And that's what we are building at PAPS today, with partnering with big actors such as AGL, for example, where AGL can provide its freight and storage expertise, and PAPS its last mile leadership. We are opening new doors to businesses with a one-stop shop logistic platform available in multiple countries. And in that way, we support those businesses to scale. As a second step, I can also mention the fact that we can leverage digital platform for visibility and efficiency. We have many small businesses that operate informally, so that limits also their ability to scale. And by offering digital platforms that allow women to book logistic services, be able to track shipments in real time, and also manage inventory seamlessly, we help them professionalize their supply chain. The next step, let's say, will be strengthening cross-border trade for women entrepreneurs. I think Cynthia mentioned it earlier. We have many women that rely on informal trade due to complex customs procedures and also high prices when it comes to customs clearance. And by collaborating with policymakers such as government agencies and also with the initiatives such as CFTA,
to advocate for policies that simplify cross-border trade, we can boost significantly the intra-African trade, thus reaching a quickly scaling business trend when it comes to women business also. And finally, I will say investing in training and women-centered partnership to build capacity into this ecosystem, training in fundraising, training in building strong network, training in scaling a business and understanding logistic challenges, among others, can help women be more prepared to face the hard reality of entrepreneurship. So in conclusion, I would say yes, lowering costs, expanding digital access, building capacity, and also advocating for inclusive policies, we can create a supply chain ecosystem where women-led businesses will thrive. Innovation at its best. I think the summary you've shared at the very end of your answer really exemplify the ways in which we can actually implement solutions to support women entrepreneurs to have a better access to intra-African trade. So thank you so much. And again, for those who join us, please don't hesitate to use the chat. N'hésitez pas à utiliser le chat pour ceux qui viennent de nous rejoindre. And do activate the subtitles to translate as well the content for those who are Anglophone speakers. So Mumbi, I want to come back to you as well, because we know that most fintech solutions focus on microfinancing and short-term credits, while women entrepreneurs require larger capital and also long-term financing to scale their businesses. So as the General Director of TALA, how can digital finance models evolve through revenue-based financing, embedded lending, or other innovations to bridge this critical funding gap? Yes, and thanks for that, Kahorli. And I might sound like a broken record right now, but it all starts and stops with data. And I think, especially from a credit standpoint, that is always a barrier to someone being able to access higher limits. So just to give a picture, if you think about probably 10 years ago, before the advent of a lot of digital credit and before the digitalization of a lot of financial services, if you needed credit, you still needed to show up with proof that you can essentially repay. So this is where we have the likes of, being able to bring your security or collateral, of which we know a lot of women don't have access to that in the first place. So part of the power of digitalization is it creates more of a playing field, a level playing field for both men and women in terms of access to credit. And now, well, I think a lot of the smaller credit sizes have been solved for, to your point. The biggest gap becomes how are you able to give people much higher limits, which I think at the end of the day comes back to data. And I really love the term revenue-based financing, because it means that for women who've managed to build businesses and actually build businesses that are sizable, can they be able to actually get credit off of the value of their business? And there's always a couple of ways we could do this. In the past, it was mostly focused on if you can prove the amount of finances that you know, let's talk about it as like sales history, or you can actually show the flow of money within your business. Right now, with the advent of AI and large language models, we're getting into a very interesting place where, and some of the things we're testing in Kenya as an example, where you can literally just take the photo of your stock and AI can help to actually underwrite that and essentially be able to offer much, much higher sums and sizes of credit. I do think, these are big opportunities that I'm seeing. And in addition to that, I think of it as beyond just being able to open up access to financial services and even credit, there is an aspect of business coaching. And I know we've talked about financial literacy on this call multiple times. And just to speak about AI again and not using it as a buzzword, but there is a big opportunity in having 24/7 available coaches for women to support them in their businesses, because right
now information has been democratized in ways we haven't seen before, and we can localize a lot of this and remove a lot of the barriers when it comes to language, because now this can exist in French, it can exist in English, it can exist in local languages, whatever that people feel comfortable with. And last but not least that I'll mention, I think that's also very core to closing gaps is collaboration. As a fintech, we found a lot of value in collaborating with traditional financial institutions. So whether we're talking about banks, whether we're talking about telcos, which is very big in mobile money-led markets, rather, these ways we can actually embed credit in the places where customers are transacting every day. So as an example, because we're talking about trade, if someone needs to actually send money between two countries and they're leveraging mobile money, how do we actually embed credit at that point for them? And I do think those are the big opportunities that I see, and that even as Tala, we continue to focus on, because this is how you make sure that you're accessible and present exactly where the customer is. Thank you so much, Mumbi, and you're absolutely right. It all starts with data, and AI is opening new perspectives that are fantastic for all of the listeners that are here today. Rokhaya, je reviens vers vous en quelques mots. How can innovations in supply chain and logistics help women-led businesses integrate into formalized trade networks? In a few words, I'd love to hear your perspective on that. Ah, je pense que le paramétrage, on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Bon. C'est parfait, merci beaucoup. Vous m'entendez? On vous entend très bien. Parfait. So yeah, I was going to say building partnership with fintech companies such as Tala to unlock trade financing eligibility through trade data. Many women entrepreneurs lack access to loans, like Mumbi was saying, due to limited financial records. So as logistic platform, we can leverage on logistic data such as shipment volumes and delivery reliability to build alternative credit score to share with fintech companies so that they can enable businesses to access trade financing. I think with AI-driven logistic tools, we can also predict demand trends and help business to avoid overstocking or supply shortage. But the most important also for me is building logistic hubs and formal market integration, like we are doing at PAPS, where we can develop hubs to facilitate, to offer warehousing services, quality control, and also allow export, import, and last mile deliveries for those businesses. Help them master the logistic part where they and at the same time they can focus on their core business. And I'd like to take the example of the Taobao villages in China, where which is an initiative that has been launched by Alibaba, where they develop e-commerce. They empower the villages, the rural villages, by developing e-commerce in those areas. So in these areas, they can sell through the Taobao platform, which is a marketplace, and Alibaba focus on handling logistics services and any other admin task. And thanks to that program, they have strengthened rural villages to become very strong in the logistic world in China. And by also working together, they also strengthen business owners and enables the optimization of logistics of the workforce and also the advocacy capacity. So that's what I would like to share. And I think that if we have those type of initiatives in our countries for women
business led by women, we can also strengthen this community to help them scale in a larger way. That is absolutely fantastic. S'il vous plaît, Rokhaya, partagez-nous cette initiative qui est pilotée par Alibaba dans le chat. S'il y a un lien, je pense que ça serait d'un grand intérêt pour notre audience. Alors, mesdames et messieurs, de nouveau, pour ceux qui nous rejoignent, utilisez le chat. Je vois qu'il y a énormément de commentaires, beaucoup d'engagement et nous vous en sommes très reconnaissants. Merci infiniment à tous. Alors, nous arrivons sur notre troisième thématique, une autre thématique absolument fascinante, celle de la construction d'un commerce intra-africain plus inclusif et performant. Car en effet, sur le continent, si nous comblons l'écart entre les genres dans le commerce, eh bien, nous pourrions augmenter en tout le PIB du continent de 316 milliards de dollars d'ici 2025. C'est une statistique du WEF, du Forum économique mondial. Alors, Khadija, pardon, excusez-moi, j'aimerais aller directement dans votre sens pour vous poser la question suivante. Comment AGL se positionne-t-il comme un champion du local content et comment capitalise-t-il sur le potentiel des populations locales en promouvant la croissance des PME féminines, les emplois locaux et l'innovation via son centre d'incubation YIRI? Alors, je serais très curieuse d'en savoir plus. Dites-nous tout. Merci Coralie pour la question. Alors moi tout d'abord je voulais vous dire que chez AGL on favorise vraiment l'image de l'Afrique qui gagne en fait. On souhaite vraiment promouvoir cette image-là. On se réjouit de l'émergence des champions africains ces dernières années. C'est vraiment un facteur de confiance et d'inspiration de voir que des acteurs locaux émergent avec lesquels on peut nouer des partenariats à long terme pour créer de la valeur sur le continent. Alors nous, effectivement, on se positionne comme un champion du contenu local ou du local content. Alors comment? On va capitaliser sur le potentiel des populations africaines et favoriser la croissance des PME, des emplois locaux et de l'innovation. Alors, comment ça se traduit? La création d'emplois, le renforcement des compétences. AGL va privilégier vraiment le recrutement et la formation de talents locaux pour renforcer l'expertise africaine dans le secteur logistique. Au sein de nos effectifs, par exemple, on a plus de 80% de collaborateurs locaux que nous accompagnons dans la montée en compétences par la formation, pour constituer vraiment un vivier de cadres locaux qui va occuper des postes de responsabilité au sein de l'organisation. Après, il y a tout ce transfert de compétences et respect de la réglementation sur le contenu local. Donc là, on va vraiment agir, soutenir activement les entreprises locales en leur offrant des solutions logistiques adaptées pour faciliter leur accès aux marchés régionaux et internationaux. On va collaborer avec des fournisseurs locaux. On va favoriser les partenariats avec des PME africaines dans l'ensemble de nos activités pour leur permettre de se structurer, de se développer durablement. Donc, c'est ce qui va favoriser en fait le transfert de compétences aux entreprises locales. Et notre entreprise, bien sûr, elle travaille dans le respect des réglementations sur le contenu local. Et puis, un autre point, je dirais, c'est on va favoriser l'essor des PME en investissant dans la formation et l'emploi, donc en accélérant l'innovation. J'en ai parlé tout à l'heure du centre YIRI. On a un programme dans ce centre qui s'appelle Accelerate et qui permet le développement des startups locales, dont d'ailleurs, je crois, PAPS fait partie. On se positionne comme un acteur clé du développement économique et technologique en Afrique. Son engagement pour le contenu local va contribuer à bâtir un écosystème logistique et industriel qui va être durable, inclusif et compétitif. Merci infiniment, Khadija. Ce que j'apprécie énormément, c'est vraiment l'emphase sur la formation qui est l'essence finalement de tout succès et c'est ce que fait de manière exemplaire le groupe AGL, donc bravo. Alors, Cynthia, I would like to go to you, given the fabulous work that you're doing. I would love to hear from your perspective what concrete measures such as trade facilitation programs, capacity building initiatives, or financial initiative. What concrete measures should governments and trade organizations implement to ensure the active inclusion of women-led SMEs in regional trade? The floor is yours.
Cynthia, je crois que votre micro n'est pas activé. On ne vous entend pas, alors peut-être voir si le paramétrage est resté le même que vous aviez sélectionné en tout début de webinaire. Alors, reparlez juste un instant, je crois que nous y sommes presque. Non, on vous entend, mais vraiment un tout petit peu. On vous laisse encore un petit peu de temps. Malheureusement, on n'entend pas. Alors, essayez de voir pour les paramétrages, mais je pense que le temps que vous régliez le petit souci de paramétrage avec les équipes, on peut du coup aller vers vous, Rokhaya, de nouveau. Selon votre expérience, quel type de collaboration entre grandes entreprises, institutions financières et prestataires logistiques ont prouvé leur efficacité pour créer un accès durable au marché et favoriser l'autonomisation économique des femmes entrepreneurs? C'est à vous. Alors, je vais parler du partenariat SheTrade avec UPS. Donc, nous, PAPS, on est représentant d'UPS au Sénégal et en Guinée-Bissau. Et en fait, avec ce partenariat-là, il y a eu un programme de formation en fait que UPS a dû donc mettre en place pour surtout les sujets de régulation, de custom clearance, d'e-commerce. Et voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir des coûts logistiques qui sont des prix qui sont réduits et qui sont proposés aux femmes donc qui ont des besoins d'exporter leurs marchandises, et également avec des programmes de mentorship donc sur ces sujets-là. Et avec ce programme-là, il y a eu 3500 femmes entrepreneurs en Afrique de l'Ouest qui ont reçu cette formation-là. Et voilà, on a également il y a également eu 30 à 40% donc de croissance en fait sur les exports, donc des business, des produits qui étaient vendus en fait par ces femmes-là. Dans la même veine, j'ai également parlé d'un programme de la Banque mondiale qui s'appelle ECOFOA et où en fait voilà, l'idée c'était de pouvoir accompagner avec les agences d'exportation du Bénin, du Mali et du Sénégal, donc d'accompagner 56 producteurs locaux donc de ces trois pays-là, donc à pouvoir envoyer en fait leurs marchandises vers un centre de distribution en France à Bordeaux, et donc de pouvoir leur ouvrir le marché français à travers la marketplace de ces discounts. Et avec PAPS, en tout cas, on a pu travailler sur ce projet-là en donnant donc donnant des conseils donc sur la partie logistique, et également voilà des tarifs, on va dire, attractifs donc pour ce projet-là. Et peut-être je parlerai aussi de partenariat avec j'en ai parlé tout à l'heure, avec les entreprises, les fintech, les entreprises fintech, telles que Flutterwave, on connaît Paystack, etc. Et si je prends cet exemple-là, pareil chez PAPS, on travaille avec voilà une fintech qui s'appelle InTouch et sur deux volets en fait. Donc le premier, c'est comment on peut intégrer ces outils-là pour pouvoir permettre à nos clients qui vendent de pouvoir récupérer leur paiement via au lieu de faire du cash on delivery, donc de pouvoir récupérer leur paiement directement via InTouch. Et de l'autre côté, donc une marketplace créée par InTouch, donc à disposition de leurs clients à eux, où PAPS peut intégrer son API et pouvoir permettre de donner en tout cas une expérience de logistique qui est très fluide aux clients de InTouch qui seraient intégrés dans cette marketplace-là. Et je terminerai peut-être par le programme d'accélération, bien sûr, YIRI, l'initiative de AGL, où PAPS aujourd'hui est accéléré. Et avec ce partenariat,
ce programme-là. Aujourd'hui, on est en train, en tout cas, de construire un partenariat qui est solide avec AGL. Et donc, pour nos clients des deux côtés, hein, donc que ce soit sur la partie, comme je disais, last mile ou sur la partie fret, entreposage. Et donc, la valeur ici, c'est de pouvoir vraiment avoir un one-stop shop service que les entreprises peuvent utiliser justement avec des tarifs qui sont attractifs, mais également une qualité de service qui est au top niveau et qui permet également de renforcer ces business-là et de leur permettre de pouvoir scaler plus facilement. Merci infiniment, Rokhaya. Les collaborations diverses et variées que vous avez mises en place, grâce au soutien d'AGL également, sont absolument fascinants. Donc, bravo. Alors, Cynthia, on va revenir vers vous. Est-ce que, du coup, le micro marche? Ah, je crois que... On va essayer. Ah, merveilleux, on vous entend bien. Donc, de nouveau, quelles seraient what concrete measures should governments and trade organizations implement to ensure the active inclusion of women-led SMEs in regional trade? Yeah. No, thank you very much. And it's really a pleasure to listen to the private sector, highlighting the challenges, but at the same time proposing solutions that need to be implemented. And for us, I think, again, because we are a trade secretariat, we have to put in place the policy at the continental level. And it's up now to the government to implement. And of course, we have to work hand in hand with the various government, but most importantly with the private sector, because it's only when the private sector will understand what it is in the protocols, the policies that their government have adopted and ratified, that they can actually push the agenda for the implementation of the various programs and initiatives that are needed to be developed. But I will, because we know that the Africa, the African continent is quite a particular continent, and because of the specificities that we have, we at the Secretariat are trying to push for specific interventions. So on financing, for instance, what we have been trying to do is to use our convening power to bring around the table the DFIs, the commercial banks, and all the guarantee funds, basically to put in place a continental risk mitigation platform, facility that can allow to, as Mumbi said earlier, to reduce, the collateral that is requested when women are accessing financing. And this is an initiative which is actually on the way at the Secretariat, because we do get, we know that we've got to do it. At some point, somebody has to use its convening power, and maybe this is the AFCFT Secretariat, to really say, what can we all do? Commercial banks, DFIs, guarantee funds, and also even external, underwriters to come and put a facility in place to allow our commercial banks to on-lend at a reduced price for women. So this is ongoing. The second point maybe I would like to mention is that we are actively pushing for, and this is just in relation to trade in goods, where we have been actively pushing for the establishment of what we call AFCFTA trading companies. So these trading companies, and I think Rokhaya mentioned it at some point in her inputs, where she was talking about the necessity for companies to start looking at aggregations of smaller volumes of businesses who don't have the capacity to actually export by themselves. And sometimes it is lack of capacity of the markets where they are going. Sometimes it is also the costs of transport, and the management of collaterals that needs to be done when we are shipping goods from one place to another. So these trading companies today are developing. They are establishing themselves, and most of them are actually led by women, and they are doing the aggregation of businesses, trading goods from various countries in Africa to other countries, from Kenya to Ghana, Rwanda to Ghana, Egypt to, and
It's important to note that this trading is happening using the preferential tariff of the AFCFTA, which is a reduced tariff, because if you understand how the AFCFTA works, is that by 2035, we want to reach 0% of goods in terms of tariff of goods that are traded on the continent. So there is a progressive dismantling, or let's say reduction of tariff that is being applied, and we see businesses that are trading under this preferential tariff at the moment. I want to actually speak about the digital trade protocol that has also been adopted. I mentioned earlier the protocol on women and youth in trade, but it's closely linked to the digital trade protocol that has also been adopted by the member states and ratified, which has got a specific focus on digital trade inclusion. MSMEs, digital innovation and entrepreneurship, digital skills development. So this protocol as well really offers to us today the opportunity for the continent to leapfrog on many aspects, which we have already been doing, because when you look at the continent, we have been at the forefront of many of the innovations that we are, we are seeing. And today, with the advent of AI, emerging technologies, the protocol that we have agreed and has been adopted today is there to promote and facilitate the meaningful participation of women in digital trade. The protocol has to be implemented, and we do need the collaboration with the private sector to ensure that these solutions that we are all talking about today are being scaled up, be it in terms of cross-border payment, being in terms of logistics, etc. etc. So for us, it's collaboration, and I really want to go back to it because collaboration is key. And maybe lastly, I know when we talk about the AFCFTA, there's a lot to be said, but maybe lastly, I would like to talk about the AFCFTA private sector platform that we at the moment are establishing. We are going to launch it in the next month or so. The platform is going to be opened to large corporates, business support organizations, technology, logistic providers, SMEs. But the platform will be basically it's a digital platform, but at the same time it's a physical platform, because it will bring members from the private sector to identify key initiatives and programs that we have to implement collaboratively to be able to upscale and some of those solutions that we are talking about, and especially coming to SMEs, looking at trade facilitation, looking at capacity building, access to finance, non-tariff barriers. All these aspects will be discussed. So I'm really looking forward to a continued collaboration with the members of this panel, for instance, to see how we can, again, turn these programs that we have in place into concrete project, leveraging on the solutions, homegrown solutions that we have on the continent. Thank you so much. Please invite us to the launch of the program, if possible, and don't hesitate to share as well resources and links in the chat. Et pour tous ceux qui sont avec nous, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. So, Mumbi, in a very short and concise manner, I would love for you to answer that last question, and we're running out of time. So, in your opinion, what scalable mentorships models or digital networking platforms have the most potential to bridge this gap and enable women entrepreneurs to connect with investors, industry leaders, and growth opportunities? Yes, thank you so much. And I'll make it short and sweet. I look at it as there's probably three types of business types that would need support. So think of it as there's a group of VC-funded entities, VC being venture capital, and these are some of the solutions like Tala is creating, PAPS is creating, as an example. And one of the communities I have found a lot of value in is a community called Women Who Build Africa, that is very focused on women who are actually building solutions for Africa and making sure that they have access to capital and have access to the right type of coaching and networking
as they're building their businesses. Then when it comes to what I'd call like large to medium non-tech businesses, which I think is another key, actually the bigger part of the market, I have seen some very interesting initiatives by banks. And just to call out two, one is a bank based in Kenya that has a program called Dada. Dada is Swahili for sister. And, I've watched them being able to actually sign up over, 20,000 women, offer entrepreneurial skills to about 10,000 women. And I would say that these, companies being able to take that full seat to create solutions becomes really, really important. And another call out would be EcoBank with their Elevate program operating across 33 countries in Africa. Just that level of massive scale, I think for me is speaks to the role that traditional financial institutions can play. And last but not least, I would say we also have I'd call like small to micro size businesses. And as Tala, that's probably where we would mostly operate right now. And I know earlier I talked about the power of AI in creating scalable solutions that are accessible 24/7. I do think there's also a lot of power in creating business communities, because at the end of the day, a lot of women don't know where to go to get support and to engage with other women. So really creating these types of environments where people can get together, receive coaching from experienced entrepreneurs, and really get a lot of support for their businesses as a whole. Thank you so much, Mumbi, for this really strategic and pertinent answer. Mesdames et messieurs, nous arrivons pratiquement à la fin du webinaire, à la quatrième partie qui est la partie plus inspirationnelle de cet échange. Mesdames, je souhaiterais que vous puissiez nous partager en une ou deux phrases un conseil inspirant pour les femmes entrepreneurs en Afrique, évoluant dans le secteur de l'innovation et de la logistique. Mumbi, Cynthia, for you, I would love in 1 or 2 sentences maximum to share an inspiring piece of advice for women entrepreneurs in Africa working in the innovation and logistics sector. So, on va commencer avec Khadija, Cynthia, Mumbi, third position, Rokhaya, fourth. Let's do this. Merci Coralie. Mais moi, j'ai envie plutôt de donner un mot d'encouragement pour les femmes qui nous écoutent. Donc, je vous encourage vraiment à poursuivre vos aspirations professionnelles avec détermination et confiance. Votre contribution, elle est vraiment précieuse. Et chez AGL, j'en ai parlé tout à l'heure, on est vraiment engagé à soutenir votre business et votre succès. Alors, ayez confiance, saisissez les opportunités qui se présentent à vous. Rappelez-vous toujours que votre voix, votre talent et votre persévérance sont essentiels pour façonner un avenir qui sera plus inclusif et prospère pour tous. Merci infiniment. Cynthia, c'est à vous. Thank you very much. I think my one will be to say when we are, everybody should think AFCFTA. Everybody needs to own the AFCFTA because the AFCFTA is today the last opportunity that this continent has to integrate itself. And so women, wherever you are, what business you are doing, you are in policy, you are an entrepreneur, you are a cross-border woman, do your part to own the AFCFTA and participate in the AFCFTA. We are talking about the market of 1.4 billion people, and the AFCFTA Secretariat is here to support the private sector. That is why our unit has been put in place to engage the private sector. So please, let's do it. It's only the women that will be able to transform economically speaking this continent. Thank you. That is fantastic. We all own the AFCT. I love this. Mumbi, the floor is yours. Yes, for sure. Mine is very similar to what has been said, but I truly believe women do it best. So my push is to the women entrepreneurs, have no qualms around taking up space, staying very rooted in the customers and what challenges you're seeing and gaps you're seeing in the market, and actively building solutions for them. And all in all, we've talked about multiple solutions here. I think there's a lot being done by the different players on this call. So actively get into those spaces and feel free to seek support wherever you need it. Seeking support whenever we need it. This is fantastic.
And last but not least, Rokhaya. Yes, I will say stop waiting for permission, go get it. The African business landscape wasn't built with women in mind, but that doesn't mean you need to fit into existing structures. Rewrite the rules. If funding isn't coming your way, build without it, at least at the beginning. If you are struggling with logistics, work with PAPs and focus on your core business. We got you. Merveilleux, merci infiniment Rokhaya. Ne pas attendre pour aller chercher ce que nous désirons. This is fantastic. So nous allons ouvrir la place aux questions, mesdames et messieurs. C'est la partie la plus intéressante. Alors, mesdames, je vais vous inviter à lever la main si vous souhaitez donc répondre à la question qui va être posée, qui est la suivante. Au-delà de nos différences linguistiques, ces coutumes, frontières, comment faire pour avoir une meilleure intégration économique en Afrique, surtout parlant du genre féminin? Beyond our differences, how can we have a better economical integration in Africa, specifically when we talk about feminine leadership? Who would like to answer this question? Maybe if Khadija, would you like to answer that, perhaps? Could you repeat the question? Au-delà de nos différences, comment faire pour avoir une meilleure intégration économique en Afrique, surtout lorsque nous parlons du leadership du genre féminin? Oui, je dirais que c'est sûr qu'il faut qu'on travaille davantage ensemble et qu'on essaye d'être un peu moins, entre chaque pays, un peu personnalisé. L'idée, c'est vraiment qu'on travaille tous ensemble, qu'on arrive à oublier ces barrières. C'est vrai qu'on a quand même 54 pays, donc on est très différents tous. Aujourd'hui, l'intégration régionale, il faut qu'elle devienne une réalité, en fait. Donc, je pense que, je sais pas, Cynthia, tu compléteras, mais aujourd'hui, il faut vraiment qu'on avance tous ensemble pour que ça devienne une réalité, parce qu'il y a quelques pays qui sont avancés, mais on n'y est pas encore dans la réalisation de la ZLECAf, et pourtant ça nous aiderait vraiment, en tout cas, faciliterait les échanges. Merci infiniment. I think there is a question for you, Mumbi, that is quite particular to your expertise. What role can digitalization and new technologies play in strengthening women's participation in intra-African logistics? Actually, it will be for you, Rokhaya. And if you could answer in French for this, and Mumbi, it is also for you. So let's start with you, Mumbi. Perfect. So I do think that, and I think I talked about this earlier, for me, it's less about the buzzy parts of the new technologies, but it's about what they truly do, which is open up access in ways we haven't seen before. So if we look back to like 10 years back, at the advent of technologies such as machine learning, it opened up a lot of the access to financial services that we're seeing today. The increased access to credit for people who are not banked. So I do think this is a power of technology in itself. So now, even as we have the likes of AI, we have the likes of blockchain, it's all about cutting down those barriers in terms of access. And as Rokhaya was mentioning, I do think there's a big piece around collaboration where all these different forms of data that are being collected by different tech-enabled businesses can actually now be routed to different financial services to be able to expand access to credit and to just general financial services. So I do think there's a big role that digitization and technology plays. Thank you so much, Mumbi. Et Rokhaya, la question de nouveau est la suivante. Quel rôle la digitalisation et les nouvelles technologies peuvent-elles jouer pour renforcer la participation des femmes dans la logistique intra-africaine? Et comme notre public est majoritairement francophone, je vais vous inviter à répondre si possible en français.
Merci infiniment. Bien sûr. Vous m'entendez là? Absolument. Très, très Parfait. bien. Donc, alors, je dirais que la digitalisation, pour moi, est un prérequis. Donc, aujourd'hui, donc pour en tout cas faire grandir les femmes dans la logistique intra-africaine. Aujourd'hui, avoir des plateformes logistiques qui sont innovantes permettent aux femmes de ne pas seulement se limiter en fait à une petite échelle de clients ou je veux dire de clients, je dirais, mais de pouvoir en tout cas atteindre en fait de nouveaux marchés dans le sens où avoir une plateforme qui permet de suivre, de placer des commandes, de suivre en temps réel, de savoir exactement où est-ce qu'on en est et aussi de pouvoir collecter des données. Ça nous permet tout simplement de pouvoir mieux maîtriser notre business, aussi d'utiliser ces données-là pour prendre de meilleures décisions, savoir quel autre marché on peut aller pénétrer, quels sont nos clients, quel est notre profil de client, comment on peut mieux vendre à ces clients-là. Donc aujourd'hui, on a vraiment besoin de la donnée pour pouvoir scaler et cette donnée-là ne peut pas se collecter en fait sans une plateforme digitale et donc je dirais que c'est aussi de cette manière-là qu'on peut aider en tout cas à transformer les business qui sont gérés par des femmes mais de manière plus globale les business voilà qu'on a dans notre continent. Merci infiniment, Rokhaya. Alors, Cynthia, je pense que cette question est pour vous, puisqu'elle tient et touche la question de cette volonté de faire du continent une zone intégrée à travers la ZLECAf. Est-ce que vos projets, les initiatives dont vous nous avez parlé, font face à des politiques au niveau national protectionnistes? Est-ce qu'il y a parfois des contre-volontés au niveau des États auxquels vous faites face dans votre volonté de pouvoir implémenter toutes les initiatives dont vous nous avez parlé? Et de nouveau, si vous en avez la capacité, il n'y a pas d'obligation, vous êtes tout à fait en mesure de faire cette réponse en français. D'accord, merci Coralie. Déjà, le fait d'avoir, après 5 ans, 49 pays qui ont ratifié l'accord de libre-échange de la ZLECAf, ça demande quand même d'une forte volonté politique. Maintenant, après, une chose est de ratifier l'accord et une autre chose est de l'implémenter. Et à ce niveau, ce que nous avons remarqué, c'est plus le renforcement de capacités dont a besoin institutionnel. Nos pays, ils ont besoin d'être renforcés en capacité pour pouvoir implémenter véritablement l'accord tel qu'il est adopté, ratifié. Nous prenons le renforcement de capacité au niveau des administrations douanières, au niveau pratiquement de tous les secteurs et même le secteur privé. Maintenant, pour ce qui est des initiatives, nous voyons quand même qu'il y a de l'engouement, particulièrement au niveau du secteur privé. Mais comme je le disais tantôt, il faut encore intensifier nos actions en matière de sensibilisation pour que toutes les parties prenantes vraiment véritablement sachent de quoi il s'agit quand on parle de la ZLECAf, des outils et des dispositifs qui ont été mis en place pour soutenir le secteur privé parce qu'il y en a. Et comment tirer véritablement profit voilà, si on peut le dire ainsi. Donc, nous, c'est ce que nous allons faire, intensifier. C'est pour cela que la mise en place de la plateforme du secteur privé que nous sommes en train de constituer est très importante parce que ça va nous permettre quand même de toucher la plupart donc, des acteurs économiques, différents secteurs et ensemble vraiment intensifier nos programmes, nos actions sur le terrain en sorte que nous ayons des relais. Et après, bien sûr, amplifier également les différents projets dont nous avons mentionné, les différentes solutions, quand il s'agit par exemple de la logistique ou des technologies, etc. Parce que nous devons aussi bâtir ce continent que nous voulons d'ailleurs une Afrique digitale, c'est-à-dire digital intra-Africa trade, si on peut le dire. Je reviens en anglais, mais c'est ça. Il faudrait qu'à terme, qu'on construise une Afrique digitale. Ça, c'est très important. Maintenant, les réticences ou disons ce que nous rencontrons souvent en termes de difficultés, c'est beaucoup plus
au niveau de certains pays qui pensent qu'ils n'ont pas encore bâti suffisamment leur tissu économique ou industriel, plutôt les capacités industrielles pour ouvrir le marché, en tout cas ouvrir les frontières. Mais nous continuons à pousser en disant, écoutez, on ne peut que avancer avec le commerce. C'est-à-dire, on a vu comment le commerce, les politiques commerciales ont quand même permis à certains pays de se développer. Aujourd'hui, moi, si je suis au Togo et que le Togo a une économie de 8 millions d'habitants, ce n'est pas une grosse économie, je vois de l'opportunité au Kenya, il faudrait que je puisse accéder à ce marché de façon aisée. Donc, il faudrait vraiment qu'on aille à ce niveau-là. Et non, je pense que ce qui est aussi important de souligner, c'est qu'aujourd'hui, l'écosystème, ou disons, le contexte mondial même nous démontre qu'on a besoin de revenir sur soi. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut pas continuer à penser au marché européen ou américain parce que c'est un marché qui peut se fermer à tout moment pour nous, les entreprises africaines. Donc, ce marché prend même de 1,4 milliard d'habitants que nous avons en Afrique. Il faudrait qu'on puisse l'accéder aisément. Maintenant, il y aura en fait aussi le problème des transports, movement of people. C'est vrai, il faudrait qu'on puisse circuler librement, sans visa, etc., pour pouvoir aussi accompagner le commerce des services et des marchandises. Donc, c'est tout un chantier, mais ce que nous disons, c'est que nous voyons quand même une forte volonté politique, et c'est le secteur privé qui va driver cela. C'est pour ça que je dis, secteur privé, n'attendez pas, saisissez-vous de l'information. Nous allons faire notre part pour apporter l'information là où il le faut, structurer ou mettre en place des plateformes pour permettre donc la vulgarisation, de démocratiser l'information, collecter les données dont nous avons besoin pour vous permettre à vous de faire vos affaires. Et c'est comme ça que nous allons y arriver. Sans le secteur privé, on ne va pas y arriver. Mais sur 54 pays, ou 55, nous avons 49 qui ont ratifié l'accord. Donc, c'est déjà, on va dire, une très belle étape que nous avons franchie. Merci beaucoup. Magnifique, merci infiniment. Le rôle clé du secteur privé. Ça, c'est quelque chose d'absolument fascinant dans votre réponse et qui témoigne de l'importance de ces synergies. Alors, il nous reste 3 minutes et j'aimerais clôturer, mesdames, encore une fois, avec une réponse brève. Quelques mots, respectivement parlant, pour vous, mesdames. Quelles sont les compétences essentielles à développer pour réussir dans vos domaines respectifs? 2-3 mots sur le sujet avant de clôturer. Ladies, before we end, I would love to hear just 2 or 3 words, no more, no less, on the key capabilities or capacities that you need to develop to succeed in your own respective field. So we'll start again, Khadija, Cynthia, Mumbi et Rokhaya. Merci Coralie. Dans mon domaine qui est la communication, je dirais qu'il faut vraiment, vraiment aimer les soft skills, être à l'aise, savoir être à l'écoute, ça c'est très important. La capacité d'être à l'écoute et de savoir s'adapter à son interlocuteur. Voilà, moi c'est, je dirais les soft skills, il faut vraiment, si vous voulez réussir dans la communication, il faut aimer cela, aimer apprendre des autres, aimer savoir communiquer avec tout type de personnes. Et voilà, je dirais que c'est ça. Si je peux retenir quelque chose de clé, ce serait ça, les soft skills. La nouvelle forme d'intelligence, les soft skills, c'est essentiel. Cynthia, c'est à vous. Je crois que dans mon domaine aujourd'hui, ça sera la passion pour l'Afrique. Il faut être passionné, c'est devenu pratiquement du militantisme, la ZLECAf. Et donc, c'est ce dont j'ai besoin parce que en tant qu'entrepreneur aussi, quand je vois les difficultés que j'ai des fois à faire passer mes produits d'un pays à un autre, je dis il faudrait que cette ZLECAf marche pour moi. Et donc, voilà, c'est le dévouement voilà, pour que cette Afrique que nous connaissons, voilà, se transforme économiquement parlant et qu'on puisse aussi parler d'une Afrique intégrée économiquement parlant. Merci. Magnifique. Mumbi.
your turn. Perfect. Mine is fairly very similar. I think it's just about being very solution oriented. So taking time to understand, the gaps that exist and really thinking about solutions. And the other one is just about being having that continued ability to learn. I do think if you're working technology, things change really fast. So it's not about being an expert at all times, but just being very agile and having that ability to consistently learn. Amazing, thank you. And the last word for you, Rokhaya, before we end this webinar. Alors, en tant qu'entrepreneur, moi, je dirais la résilience, beaucoup de résilience, en tout cas, pour réussir dans le domaine dans lequel nous travaillons. Et aussi la capacité à think outside the box, parce que c'est ce qui nous permet de continuer à innover. Merveilleux, mesdames. Je tiens à vous remercier pour l'ensemble de vos contributions. Vous avez pleinement rempli le but de ce webinaire, qui était vraiment pour nous de créer un espace d'échange and to have something beyond a talk show. Nous avons eu besoin d'engager, d'appeler à l'action et vous avez fait cela avec brio. Donc, merci infiniment à vous. De nouveau, nous avons tous un rôle à jouer pour que davantage de femmes ne soient plus seulement des participantes du commerce africain, des observatrices, mais de véritables leaders de sa transformation. Merci à tous de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Votre engagement était plus qu'apprécié et nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Merci à AGL pour l'ensemble de cette organisation et pour ce webinaire qui nous a inspirés et mobilisés sur la thématique du commerce intra-africain et du leadership féminin. Je suis Coralie Lolio. Merci à tous pour cet échange et pour ce webinaire. Merci infiniment. Merci Coralie. Merci à tous. Beaucoup.